Vous êtes sur CCTV français, bonjour à tous. À la une de cette édition, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé au Parlement du pays. C'est le premier discours présidentiel de ce type depuis le soulèvement de la place Tahrir il y a 5 ans. Le président el-Sisi a déclaré aux parlementaires réunis qu'il avait de l'espoir pour l'avenir de l'Égypte. La capitale, le Caire, est toutefois restée verrouillée une grande partie de la journée. Mesures de sécurité sans précédent dans le centre du Caire. Toutes les voies menant au Parlement ou dans ses environs étaient bloquées. Les mesures de sécurité étaient si extrêmes que les aires de stationnement et les stations de bus comme celle-ci, qui se trouvent à 2 km du Parlement, ont été interdites de véhicules pour prévenir le moindre risque sécuritaire. C'est la dure réalité de l'Égypte en 2016. Lors de sa prise du pouvoir, le président Abdel Fattah el-Sisi a promis de renforcer la sécurité dans le pays. Mais les risques d'attaques terroristes sont aujourd'hui omniprésentes et les attentats à la bombe sont devenus courants. Mais au sein du Parlement, le président el-Sisi a reçu un accueil chaleureux. La grande majorité des hommes politiques qui y siègent le soutiennent. Il a donc profité de l'occasion pour délivrer un message d'espoir. Les défis auxquels notre nation fait face légitiment les inquiétudes et les peurs qui nous habitent. Mais les réalisations sans précédent qui ont été accomplies avec la volonté des Égyptiens ne peuvent que donner l'espoir et transformer cet espoir en un devoir national. Le président el-Sisi a mis en lumière les projets de développement réalisés depuis le départ de son prédécesseur en 2013. Il s'est engagé à poursuivre le combat contre le terrorisme et à soutenir des solutions politiques dans des pays comme la Libye et la Syrie. Le message de l'Égypte au monde a toujours été un message de paix et d'amour. Nous ferons tout notre possible pour trouver des solutions politiques aux conflits en Syrie, à la crise libyenne et à celle qui touche le Yémen. Des solutions politiques également pour obtenir une paix globale et juste afin de résoudre la crise palestinienne qui a été et est encore un problème qui concerne directement le peuple égyptien. Ainsi, c'est depuis l'enceinte de ce Parlement que je renouvelle l'appel de l'Égypte au reste du monde pour unifier les efforts dans la lutte contre le terrorisme qui est devenu la plus grande menace contre l'humanité. Le président el-Sisi a parlé brièvement des événements de janvier 2011 en disant que l'Égypte avait échappé de peu à une conspiration qui aurait mené le pays dans une situation équivalente à celle que connaît la Libye aujourd'hui. Il a appelé les Égyptiens à s'unir pour lutter contre ceux qui pourraient à nouveau déstabiliser le pays. Des cellules terroristes seraient en train de prendre racine au Caire en Égypte. Les forces de sécurité ont tué 2 suspects mercredi suite à un échange de coups de feu dans une banlieue de la capitale égyptienne. C'est le 2e incident de ce genre depuis ces dernières semaines. Mercredi, cet endroit a connu des échanges de coups de feu pendant 6 heures. Les suspects avaient trouvé refuge dans cet appartement. La police aurait agi sur la dénonciation. Les suspects ont ouvert le feu avec des mitraillettes dès leur arrivée. La police a indiqué que les hommes s'apprêtaient à faire exploser des bombes dans la capitale. La police a découvert des explosifs dans l'appartement. Récemment, les forces de sécurité ont intensifié leurs raids dans d'autres appartements comme celui-ci et enquêtent sur les comportements suspects. Ces groupes cherchent à atteindre des cibles et souvent ils y parviennent. Ils recrutent de nouveaux membres. Quand ils réussissent à mener à bien 2 attaques ou plus, et cela pousse d'autres à les rejoindre. Toutes les attaques qu'ils conduisent et les victimes qui tombent les aident à trouver de nouveaux fidèles. Le groupe du Sinaï a réussi le mieux dans cette tâche. Il y a 2 semaines, au moins 6 personnes ont été tuées dans une explosion quand la police a investi un atelier d'explosifs présumé à Gizeh, près du Caire. Le groupe État islamique a revendiqué la responsabilité de l'explosion. Les analystes disent que les attaques indiquent que davantage de cellules pourraient avoir infiltré d'autres villes en Égypte. En Ouganda se tient actuellement le second débat présidentiel qui précède les élections. Le président Yoweri Museveni, qui cherche à prolonger son règne de 30 ans à la tête du pays, fait face à 7 candidats d'opposition. On se souviendra de ce débat comme étant celui qui, pour la première fois, aura vu la participation de tous les candidats à la présidence. Car le président Museveni avait ignoré le débat inaugural du mois dernier. Yoweri Museveni va tenter de faire mieux que ses 7 opposants
et tout particulièrement mieux que le docteur Kizza Besigye, un ancien frère d'armes du président, qui s'est présenté contre lui lors des 3 dernières élections présidentielles. Mais il y a aussi Amama Mbabazi, un autre vétéran du mouvement de résistance nationale et qui a été Premier ministre jusqu'à sa brouille l'an dernier avec le président Museveni. Le débat se concentre principalement sur les thèmes de la paix et de la sécurité, des relations étrangères, de l'intégration est-africaine, de la région des Grands Lacs et du terrorisme. L'Ouganda compte 15 millions d'électeurs inscrits sur une population estimée à 37 millions d'habitants. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a déclaré l'état de catastrophe naturelle dans plusieurs régions rurales du pays. 2,4 millions de personnes vont se retrouver en situation d'insécurité alimentaire. Cette situation est due à la sécheresse qui sévit de la Corne de l'Afrique à l'Afrique australe. Et selon Oxfam Organization, caritative britannique, la situation au Zimbabwe devient désespérée. Mais le gouvernement demande aux populations de ne pas paniquer. Le phénomène El Niño a provoqué la sécheresse qui menace plus d'un quart de la population du pays. De plus, en raison de pluies insuffisantes, ces dernières années, le Zimbabwe fait face à des pénuries alimentaires causées par la sécheresse de la saison précédente. Cette tragédie a entraîné 1,5 million de personnes dans la famine. Selon le gouvernement, ce chiffre pourrait tripler durant l'année. Cette perspective a poussé Robert Mugabe à déclarer l'état de catastrophe. Le gouvernement a pris une très bonne initiative, car en déclarant l'état de catastrophe, il pourra recevoir des volumes importants d'aide alimentaire des organisations internationales. Le Zimbabwe consomme 150 000 tonnes de maïs par mois. Les producteurs du secteur privé ont déclaré être prêts à importer suffisamment de denrées pour répondre à 70% de la demande. L'équilibre obtenu par l'action des partenaires donateurs pourrait prendre des mois. Vous devriez savoir que les délais de réponse de ces organisations sont de 90 à 120 jours. Donc, toute aide concrète nous parviendra seulement vers juin ou juillet. Cela parce qu'ils doivent faire approuver certains budgets, s'approvisionner, mettre en place les structures de distribution et finalement livrer les denrées aux groupes vulnérables affectés. Au-delà de la coordination des denrées emportées, le gouvernement fournira la nourriture pour le bétail. Selon les derniers rapports, au moins 16 000 vaches sont déjà mortes dans les régions du sud du pays touchées par la sécheresse. Le gouvernement planifie aussi de mettre en place des programmes d'urgence destinés à l'irrigation pour sauver les récoltes qui n'ont pas encore été détruites. Le niveau d'eau du barrage diminue rapidement et un tiers des puits dans le sud du pays sont vides. Les forces de police du Kenya pourraient bientôt poursuivre les responsables de dopage au sein des coureurs kenyans. À l'occasion des championnats nationaux de cross-country, le corps kényan de l'athlétisme ainsi qu'un certain nombre d'athlètes retraités ont appelé le gouvernement à agir rapidement et éviter que le Kenya ne fasse l'objet d'une interdiction menaçante par l'Agence mondiale antidopage. Les athlètes kenyans n'auraient pas pu concourir à un pire moment pour ces championnats nationaux de cross-country 2016. Et malgré le fait que le pays a manqué la date butoir imposée par l'organe de surveillance pour rendre opérationnel un régime antidopage, des centaines d'athlètes ont répondu présents à la compétition. La fédération nationale déclare que même s'il a perdu des chances, le Kenya travaille dur pour répondre aux exigences de l'agence antidopage. J'ai confiance qu'avec toutes les procédures que nous avons mises en place, nous devrions être dans les temps sans problème majeur et par conséquent, je voudrais demander aux athlètes de bien se préparer. C'est certain qu'ils iront aux Olympiades. Alors que des centaines d'athlètes se battent pour obtenir une place pour le championnat africain d'athlétisme au Cameroun, le chef de la police kenyane a déclaré être prêt à présenter au pays une liste de la honte d'athlètes dopés. En fait, il y a certains individus dont on s'intéresse aux activités des athlètes ou d'autres personnes associées à ces derniers. Et bientôt, vous allez entendre parler de nous. Et des athlètes kenyans retraités ont pesé sur ce sujet, appelant les gouvernants du pays à tout faire pour parer à la crise qui menace. Messieurs les présidents et vice-présidents, s'il vous plaît, apportez-nous une législation qui puisse sauver notre pays et éviter que l'on soit exclu en athlétisme ou dans d'autres sports, en particulier pour les Jeux olympiques.
Mon seul souhait est de voir le gouvernement tenter de venir nous aider et de sauver le sport dans ce pays. Lors des championnats, le champion du monde en titre, Geoffrey Kamworor, a remporté la principale course et mènera l'équipe kenyane vers le Cameroun pour les championnats africains. Étant largement une occasion de présenter les talents nationaux, les championnats nationaux de cross-country au Kenya se sont cette année fait plus discrets. Peut-être le reflet de la situation dans laquelle se trouve actuellement le pays, qui pourrait être déclaré non conforme par l'Agence mondiale antidopage pour n'avoir pas respecté la date butoir. Et on passe à présent à l'actualité internationale. Les hauts responsables gouvernementaux et dirigeants politiques se sont réunis dans la ville allemande de Munich pour le forum annuel sur la sécurité. Au programme de cette année, le conflit syrien, la crise en Ukraine, la question des réfugiés, ainsi que la menace terroriste. Le Premier ministre russe Dmitri Medvedev a déclaré que le monde avait glissé dans une nouvelle guerre froide. Il a précisé que le conflit syrien ne pouvait pas prendre fin sans coopération entre la Russie et les États-Unis. Il a insisté qu'il n'y avait aucune preuve que les forces russes avaient bombardé des civils en Syrie. La déclaration de Medvedev intervient après que le Premier ministre français Manuel Valls ait affirmé que les bombardements russes de civils devaient cesser. Le secrétaire d'État américain John Kerry a fait savoir lors de cette conférence que la Russie avait frappé des groupes d'opposition légitimes ainsi que des civils lors de sa campagne de bombardement en Syrie, et d'ajouter que davantage de troupes étrangères pourraient entrer en conflit si le dernier plan de paix échouait. Si le régime d'Assad ne se montre pas à la hauteur de ses responsabilités et si les Iraniens et les Russes n'obligent pas Assad à s'en tenir aux promesses faites à la communauté internationale, alors la communauté internationale ne va évidemment pas rester assise comme une idiote à ne rien faire. Il y aura une intensification de l'activité en vue d'accentuer la pression sur eux. La Chambre des représentants américaine a voté à l'unanimité le durcissement des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée. Reportage. Le Congrès soumettra le texte au président Barack Obama. Les législateurs souhaitent que Washington, les Nations Unies et les autres gouvernements tiennent une position claire envers Pyongyang. La nouvelle loi adoptée inclut des sanctions secondaires contre toute personne ou entreprise commerçante avec la RPDC. Les nouvelles sanctions proposent de punir quiconque aidera le régime de Pyongyang dans la prolifération d'armes de destruction massive, dans l'acquisition de matériel de guerre, dans l'importation de produits de luxe, dans le non-respect des droits de l'homme et dans toute activité de cyberterrorisme. Les sanctions prévoient la saisie d'actifs, l'interdiction de visas et le refus de contrats publics américains. La Chine a déclaré qu'elle soutiendra une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies visant à faire payer à la République populaire démocratique de Corée ce qu'elle qualifie de prix nécessaire en raison du récent lancement d'un missile. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a fait cette déclaration lors d'un entretien avec l'agence de presse Reuters. Wang a aussi indiqué que Beijing exhortait les États-Unis à ne pas déployer leur système de défense antimissile à haute altitude en Corée du Sud, indiquant que cela pouvait également être utilisé pour cibler la Chine. La RPDC sous le coup de sanctions de l'ONU depuis son premier essai nucléaire en 2006. Elle a mené 3 autres essais depuis, dont un le mois dernier. Wang Yi déclare que l'objectif de ces sanctions est de faire revenir Pyongyang à la table des négociations et de freiner son développement nucléaire et de missiles. En prenant de nouvelles mesures et en adoptant une résolution avec de nouvelles et fortes sanctions, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait avoir un objectif clair, qui est de réfréner efficacement les efforts de la RPDC visant à développer la technologie nucléaire et liée aux missiles. Le bilan humain du tremblement de terre de samedi dernier dans le sud de Taïwan est de 116 morts, dont 114 personnes de Weiguan. Tous les habitants du complexe de Trainan ont été retrouvés et la recherche des survivants va prendre fin. 2 immeubles se dressaient ici, dominant de leur hauteur un voisinage plutôt peu élevé. Une seule des 2 tours demeure debout. Les immeubles qui se trouvaient autrefois dans l'ombre du Weiguan Golden Dragon ont survécu au séisme. Mais des vies ont été brisées, car beaucoup connaissaient des gens dans le complexe. J'ai entendu des cris et je pouvais voir des blessés demander de l'aide de la fenêtre d'un immeuble effondré. C'était comme vivre en enfer.
Nous avions toujours peur que cet immeuble ne s'effondre un jour. Nous n'avions pas confiance dans cette construction qui paraissait de pauvre qualité. Tout le voisinage est devenu une zone de catastrophe. Les autorités ont réquisitionné des boutiques pour qu'elles servent de salles de briefing, de centres pour les médias ou encore de stations de collecte des échantillons d'ADN des familles des victimes à identifier. Des bénévoles et l'armée ou des groupes religieux ou non préparent des repas pour les sauveteurs et les journalistes. J'ai ressenti une grande empathie pour les victimes et je ne pouvais pas rester là sans rien faire. J'ai décidé de venir aider. Les secours et le nettoyage des débris arrivent à leur terme. Mais cette nuit tragique où l'immeuble s'est effondré hantera les habitants du voisinage pendant encore longtemps. C'est si horriblement triste de voir tant de jeunes perdre la vie. Ça me déchire le cœur. Ça me déchire vraiment le cœur. Et Yang se rappellera de cet événement chaque fois qu'elle mettra un pied dehors et verra le ciel, là où la tour Golden Dragon se dressait autrefois. La fin de la fête du printemps approche et les derniers voyageurs rentrent dans les grandes villes. Mais le froid ne facilite pas les déplacements. Reportage. Un retour difficile vers les grandes villes de Chine pour la fin de la semaine de vacances. De fortes chutes de neige ont commencé vendredi en retardant plus de 20 vols et clouant au sol des milliers de gens dans la province du Ningxia. La soudaine baisse des températures, cependant, a favorisé l'accumulation de neige sur les autoroutes avec du verglas et autres. En Mongolie intérieure et à Jilin, le verglas et la neige fondante se sont abattus sur les routes, poussant les autorités à lancer des alertes. Et pour les voyageurs dans l'Est, c'est le brouillard. Dans le Shandong, le voile a été interdit. Et la visibilité sur les autoroutes du Jiangsu est descendue sous les 10 mètres, provoquant la fermeture des grands axes. Des voitures coincées par le brouillard se succèdent sur des kilomètres. Nous allons à Wuxi, l'embouteillage s'étend sur 4 km. Nous attendons depuis déjà une demi-heure. À Guangzhou, plus de 100 000 passagers sont arrivés dans la mégapole vendredi et nombre d'autres sont attendus ce soir. Le retour du pic des transports va durer jusqu'au 21 février. Après cette date seulement, le trafic commencera à diminuer. Selon la météo, l'air froid va provoquer pluie et neige dans le sud de la Chine ces prochains jours. Le département local des transports ferroviaires dit avoir pris des mesures de précaution dans cette perspective. Les Chinois sont de plus en plus préoccupés par la qualité de leur environnement. C'est particulièrement vrai en mer de Chine méridionale où une série de mesures très innovatrices ont été implantées pour protéger les récifs coralliens entourant l'île de Jiaoshu. L'avenir de l'île de Jiaoshu semble plus vert que jamais. Il y a plus d'immeubles que lors de notre première visite il y a 2 ans. Nous avons rencontré la famille de Chen Yihu à nouveau. Ils vivent ici avec d'autres familles dans cette communauté. Je suis très fière de vivre à Jiaoshu et je suis très satisfaite de l'amélioration des conditions de vie ici. Nous pouvons nous fier là-dessus et on se sent chez nous beaucoup plus que par le passé. Beaucoup de choses ont changé en 2 ans. Maintenant, il y a l'électricité, un réseau 4G et l'eau courante. Mais le plus grand changement réside dans le changement de mentalité. On nous a appris à ne plus couper les arbres pour faire cuire notre nourriture et à ne plus chasser les jeunes oiseaux. On arrête de pêcher en juin pendant 3 mois. Toutes ces mesures visent à protéger les écosystèmes. En 2013, 1 an après l'établissement de Sansha, nous sommes venus à Jiaoshu. Chen Yihu et son fils Chen Siyu allaient à la pêche chaque jour. Ils avaient déjà vu le nombre d'escargots et de poissons baisser dans les eaux côtières. C'était la même année que Sansha a instauré une nouvelle réglementation pour interdire la pêche illégale. Un programme de protection pour les récifs de corail a aussi été mis en place. Le plus grand souhait de Wang Linhua était alors que la mer puisse continuer à fournir ses trésors aux pêcheurs. Aujourd'hui, elle nous a dit qu'elle pêche et fait de la sylviculture.
C'est non seulement pour obtenir un revenu supplémentaire, mais c'est aussi pour assurer le mode de vie des générations futures dans l'île. Jiaoshu s'ouvre au monde extérieur, mais comment garder son charme unique, c'est une question qui demeure entière. Les changements climatiques, la surpêche et le développement économique ont mis à mal les récifs de corail en mer de Chine méridionale. Les dommages causés à l'environnement signifient que les pêcheurs perdront leur gagne-pain et on assistera à la disparition des îles elles-mêmes. Ainsi, la gestion de l'écosystème a été renforcée dans le but de garantir un avenir durable. Sancha propose des solutions innovatrices pour protéger l'environnement. Grâce à une application, n'importe qui peut s'impliquer pour protéger un arbre et rendre l'île plus verte. Cela coûte environ 300 yuan ou environ 50 $ par année. L'argent amassé nous permettra d'entretenir la forêt et de planter d'autres arbres à Sancha. Nous espérons que Sancha va s'embellir et notre fils va donc pouvoir revenir sur l'île de Jiaoshu. Voici l'arbre que nous avons acheté dans le but de rendre l'île plus verte. Nous espérons qu'il pourra résister au fort vent et qu'il deviendra grand et fort. Ça me permet d'avoir une connexion directe avec l'île et me donne une bonne raison de revenir à Sancha. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.